Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dialogue littéraire. Aujourd'hui, on part à la rencontre de deux auteurs, Jean Rouault et Michel Serres. Ce dernier, agrégé de philosophie, professeur d'université et membre de l'Académie française depuis 1990, a écrit de nombreux livres de philosophie et d'histoire des sciences, dont la série Hermès et le livre Le contrat naturel. Il a également beaucoup écrit sur l'éducation et la transmission du savoir, avec le tiers instruit notamment. Et parallèlement à tout ça, il a construit le grand récit de l'humanité, avec Hominescence, L'incandescent, Rameau et Récit d'humanisme. Aujourd'hui, avec son nouveau livre Biogé, il ambitionne de donner la parole aux éléments naturels, et ce dans une forme originale, mêlant la poésie, le conte, le récit et la nouvelle. Bonjour Michel Serres. Bonjour. Vous publiez Biogé aux éditions Dialogue, en coédition avec Le Pommier. Donc Biogé, c'est un livre très poétique, mais avec un titre un peu énigmatique. Pourriez-vous nous l'expliquer ? Le titre est facile à comprendre tout de même. Tout le monde sait ce que ça veut dire bio, puisque ça veut dire la vie. Mais tout le monde sait aussi ce que veut dire G, puisque tout le monde a fait de la géographie. Bon. Donc bio, c'est la vie, et G, c'est la terre. Alors bon, c'est un mot qui veut dire, on dit aujourd'hui l'environnement, on dit aujourd'hui, etc. Mais Biogé est un nom plus joli, plus ramassé, plus français, disons, voilà. La forme littéraire de Biogé est assez singulière. Quel était votre projet ? Alors, elle est à la fois singulière et traditionnelle. Singulière parce qu'en effet, il y a un mélange, comme vous le remarquez, à la fois de évocation poétique, comme vous venez de le dire, de récits, de petites nouvelles assez brèves ou longues quelquefois. Mais je me suis aperçu que c'était dans une très très vieille ancienne tradition de philosophie de langue française. Si vous lisez Montaigne, c'est plein de réflexions philosophiques et de récits. Si vous lisez Diderot, Voltaire, etc., c'est une vieille tradition. Alors, la séparation entre l'essai d'un côté et le récit de l'autre, la plupart des auteurs de langue française l'ont renié, et c'était toujours un mélange. Avez-vous pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre ? Énormément, oui. Vous savez, le métier est plein de sueur et plein de transpiration, mais finalement de plaisir. On ne ferait pas un métier aussi difficile si on n'avait pas de plaisir. Le métier est abominable, mais très joyeux. Voilà, les deux à la fois. À travers le récit, vous donnez une littérature à la Biogé. Qu'a-t-elle à nous raconter ? C'est un peu en effet mon projet. C'est-à-dire, l'idée, c'était de donner la parole aux choses qui n'ont pas la parole. Et j'ai un peu partagé cette affaire-là avec l'eau et la mer, le feu et le volcan, la terre et les glaciers, et l'air, ou des choses comme ça, vous voyez, en partant des éléments, et de dire qu'est-ce que les vivants ont à nous dire, qu'est-ce que les rats ont à nous dire, etc., ou qu'est-ce que les volcans ont à nous dire, etc. Et en effet, j'ai essayé de donner la parole à cette Biogé qui se tait depuis qu'elle existe. Mais qui fait du bruit quand même, et qui est proche de nous beaucoup plus qu'on ne le croit, et qui se réveille aujourd'hui pour les raisons que vous savez. Vous écrivez, à force d'écouter les voix de la Biogé, dirons-nous un jour cette langue. Est-ce le chemin que nous empruntons aujourd'hui ? Un peu. C'est-à-dire que, vous savez, au fond du livre, il y a un code. Et avec ce code, on peut avoir le texte sur son ordinateur ou son portable, et puis on peut aussi avoir la voix de l'auteur. C'est un code. Mais vous, mademoiselle, lorsque vous êtes née, vous aviez un code génétique. Mais il est possible aussi que tous les êtres de la nature soient codés, vous voyez. Et déjà, ça fait partie un peu de leur langage. Voilà. Vous pariez que demain, les scientifiques travailleront peut-être à reproduire ce que faisaient la faune et la flore. Craignez-vous la capacité de l'homme à détruire la nature ? Alors, le livre Biogé fait la suite à 4 livres déjà que j'avais écrits sur cette question. Le premier est très ancien, qui s'appelle Le contrat naturel. Ensuite est venu Le malpropre, qui pose la question non pas comment on pollue, mais pourquoi on pollue, pour des raisons d'appropriation. Puis j'avais écrit surtout la guerre mondiale. Et la guerre mondiale, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les guerres de 14 ou de 39, c'est la guerre que nous faisons au monde.
Et donc, à force d'écrire la guerre mondiale, je me suis demandé si le contrat naturel n'était pas un traité de paix à faire. Et donc, votre question de destruction, j'y ai un peu répondu dans le livre antérieur, La guerre mondiale. Voilà. Dans votre livre, vous attachez beaucoup d'importance à l'eau, à la mer. Pour les Brestois aussi. C'est un attachement particulier. Oui, j'ai un attachement particulier pour cet élément pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis né natif des bords de la Garonne. Mon père était marinier. Je suis même le dernier représentant de la dernière tribu des derniers mariniers de la Garonne. Bon, donc je suis né dans l'eau. Et même on raconte que ma mère a été sauvée pendant une inondation alors qu'elle était enceinte de moi. J'ai même navigué prénatal, vous voyez, bon. Et puis ensuite, la Garonne allant à la mer, j'ai fait la marine ici à Brest, et Brest est un peu ma seconde ville, voilà. Joie, matière dont est faite la biogé. Saura-t-on un jour la partager ? Oui, Biogé est un livre de joie, il n'y a pas de doute. D'abord, de gai savoir. Le savoir est quand même très heureux. Et je remercie le ciel tous les matins de m'avoir donné ce métier. Voilà. Et puis d'autre part, le rapport aux choses, à la nature, est aussi un rapport difficile, puisque je parle de tempêtes, je parle d'ouragans, je parle de volcans, etc. C'est pas commode. Mais au bout du compte, c'est très roboratif. Je vous propose à présent d'écouter les propos de l'écrivain Jean Rouault. Après des études de lettres, il a enchaîné divers petits métiers de pompiste, libraire, vendeur de journaux dans un kiosque, avant de publier en 1990 son premier roman, Les Chants d'honneur, qui a obtenu le prix Goncourt et qui a ouvert la voie à un cycle de romans d'inspiration autobiographique dans lesquels Jean Rouault a ressuscité sa famille. Ont ainsi suivi les livres Des hommes illustres, Le monde à peu près, Pour vos cadeaux et Sur la scène comme au ciel. Avec Comment gagner sa vie honnêtement qu'il nous présente aujourd'hui, Jean Rouault commence un nouveau cycle dans lequel il va tenter de restituer la vie de la société française de la deuxième moitié du XXe siècle à travers son parcours personnel et les émotions littéraires, poétiques et esthétiques qui ont jalonné son parcours. Jean Rouault, bonsoir. Merci d'être à la librairie Dialogue où vous venez aujourd'hui nous présenter votre nouvel ouvrage « Comment gagner sa vie honnêtement » publié aux éditions Gallimard. Alors après le cycle des origines, vous entamez avec cet ouvrage un nouveau cycle, La vie poétique. Connaissez-vous déjà l'ampleur de ce projet ? J'ai déjà 4 tomes de prévus, mais ça pourra en faire davantage parce que c'est une réflexion qui va se nourrir en cours de route. Et je me laisse toute possibilité de faire ça jusqu'à épuisement. Vous donnez à voir ici au lecteur une époque, une période charnière de la construction de la société française. Comment avez-vous fait ce travail de mémoire ? D'abord, il y avait les souvenirs que j'en avais gardés. Et ce que j'en avais gardé, c'était surtout la difficulté pour moi d'affronter un nouveau système de valeurs alors que j'avais été formé avec les valeurs bretonnes, à savoir le respect de la parole, le poids de la religion, la vertu du travail, des choses qui pèsent lourd ici. Et ce que j'ai voulu raconter, c'est justement comment tous ceux qui affectaient d'être dans cette ère nouvelle, comme ça, où toutes les valeurs étaient inversées, avaient été formés avec un système de valeurs traditionnelles. Ce que j'essaie de montrer, c'est que lorsque cette révolution arrive, parce que c'est une révolution des esprits, elle est absolument inévitable. On est dans une société qui est bloquée, qui vit selon un système de valeurs hérité du 19e siècle, où on demande aux pauvres d'être polis, propres et honnêtes, voyez, et aux autres, bien sûr, toute liberté pour s'enrichir, etc. Quand brutalement on vous dit, maintenant, il est interdit d'interdire et vous pouvez tout faire et jouir sans entrave, etc. Lorsque vous venez des écoles des frères chrétiens, là, des écoles chrétiennes, c'est pas évident quand même, vous voyez. C'est un roman autobiographique, en effet, mais vous faites un perpétuel va-et-vient entre le jeu et le collectif. Est-ce que, finalement, le jeu n'est pas quelquefois simplement un prétexte ? Alors,
pour l'instant, ça peut paraître comme ça, comme un prétexte. C'est le témoin, celui qui est là, qui peut donc raconter, puisqu'il a traversé cette période-là. Mais ce qui va fonder et ce qui fonde la vie poétique comme série, c'est ce questionnement autour du roman et de la mort du roman. Puisque quand je commence mes études à la faculté à Nantes, tout de suite on nous apprend que le roman est mort. J'y suis venu, mais beaucoup plus tard, et quasiment contraint et forcé. Et c'est tout simplement que l'époque nous avait dit que le roman était un genre bourgeois et que la pointe de la modernité littéraire passait par l'aventure du texte. C'est en faisant cette autobiographie littéraire, je suis obligé de m'interroger sur les 50 dernières années de l'histoire de ce pays. Voyez ? Vous écrivez « Il était entendu que ma vie serait poétique ou ne serait pas ». Est-ce que l'écriture vous permet d'atteindre ce but ultime ? Alors j'ai raconté ça dans un livre qui s'appelle « L'invention de l'auteur » où j'ai essayé de répondre à cette question, à savoir qu'est-ce que c'est que de quoi a été nourri, qu'est-ce qui a nourri ce désir poétique, ce désir littéraire, parce que en fait j'emploie poétique pour littéraire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport au monde qui n'est pas productif, puisque tout est une espèce de transmutation qui se fait par le verbe et par la beauté du verbe. Donc la finalité, ce n'est pas l'entassement, la finalité, ce n'est pas l'enrichissement, la finalité, c'est la beauté, ce qui est l'acte créateur par excellence. Alors il se trouve, ça peut parfois nourrir son homme, parfois pas, mais la vie poétique, c'est sans doute aussi une forme d'incapacité à être pleinement au monde. En 1990, Jean Rouault, vous recevez le prix Goncourt pour votre premier roman, Les Chants d'honneur. Est-ce que vous diriez que cette consécration vous a permis d'avoir une plus grande liberté dans les écrits qui ont suivi ? En fait, ça a été le contraire, parce qu'après Les Chants d'honneur, l'éditeur m'avait prévenu que si je me ramassais pour le suivant, c'était fini. Et donc j'ai écrit le suivant en me donnant un maximum de contraintes. Donc maintenant ça a été un événement important qui a tout changé dans ma vie. Et donc j'ai composé avec ça. Mais si vous voulez, si j'ai quitté Minuit après avoir rempli mon contrat de 5 livres, c'était pour retrouver cette pleine liberté dont je n'avais pas usage chez Minuit. Est-ce que l'écriture vous permet aujourd'hui de gagner votre vie honnêtement ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est bien honnête comme procédé. L'avantage, c'est que ça permet de rencontrer d'autres univers et d'autres créateurs. Et ça, j'ai vraiment beaucoup ça. Je travaille aussi avec un illustrateur pour faire une 3e BD. Là. Ça me plaît beaucoup, ces expériences comme ça avec d'autres univers. Bon bah voilà, c'est déjà terminé. Je vous souhaite plein de belles lectures. Et puis je vous dis au mois prochain. Allez, Kenavo! Thank you.